Et si votre nom annonçait la fin d'un royaume? Il n'était personne, jusqu'à ce qu'une prophétie interdite révèle son sang royal. Un frère qui le hait, une amante qui le trahit, un trône qu'il doit briser ou rejoindre. Abonne-toi à la capsule temporelle, cette histoire va te hanter. Le royaume de Virlune s'étendait comme une fresque d'ombre et de lumières entre des montagnes noires et des forêts argentées. Un pays majestueux, gouverné depuis des générations par la lignée des Ardentis, roi fier et redouté, autant aimé que craint. Sous les tours d'obsidienne du palais royal, les intrigues serpentaient comme des vipères silencieuses, et les alliances se tissaient comme des toiles mortelles. C'est là, entre les coulisses de la grandeur et le silence des oubliés, qu'Orion avait grandi. Orion n'était pas noble de naissance, du moins c'est ce qu'il avait toujours cru. Recueilli à l'âge de 5 ans sur les marches du monastère de Lorient, il avait été adopté par Lord Attel, un général réputé, mais sans héritier. L'homme voyait en lui une intelligence rare, un calme inquiétant. Il l'éleva comme un stratège, pas comme un fils. Orion, en retour, apprit à cacher ses émotions sous un masque de perfection. Il devint ce que l'on attendait de lui, loyal, compétent, discret. Mais dans le silence de ses nuits, une seule question le hantait. Qui étaient ses vrais parents? Il portait autour du cou une seule relique, un pendentif en acier noir, gravé d'un symbole inconnu que même les plus vieux érudits de Virlune ne savaient déchiffrer. À 24 ans, Orion était devenu le plus jeune conseiller militaire du roi. Sa voix pesait dans les décisions de guerre. Ses plans, froids et méticuleux, sauvaient des milliers de vies, mais le peuple ne connaissait même pas son nom. On le surnommait l'ombre de la couronne. Ses ennemis, Silan, le fils légitime du roi, voyait en lui un rival, un bâtard glorifié par les batailles. Jaloux, il attendait l'erreur. Ses alliés, très peu. Peut-être Dame Niara, l'archiviste aveugle qui semblait savoir bien plus qu'elle ne disait, et Lys, la seule capable de faire rire Orion, une mage errante dont le regard brûlait autant que ses secrets. Tout bascule un matin d'hiver quand le roi convoque Orion seul. Sur la table du trône, un vieux parchemin. Et ces mots, tremblants d'encre, le trône tombera par le sang du fils sans nom. Il ne viendra ni en paix, ni en guerre, mais à l'heure de cendre et d'oubli, un roi deviendra cendre, et la cendre, roi. Le roi Ardentis, d'ordinaire impassible, paraît secoué. Il lui confie une mission discrète. Retrouver l'oracle de Lyréa, caché depuis 50 ans, pour comprendre la prophétie. Orion accède par devoir. Mais quelque chose en lui se brise, une faille s'ouvre, et au fond de cette faille, une certitude. Cette prophétie parle de lui. 2. Le refus de l'appel. Après l'entrevue avec le roi, Orion descend les escaliers secrets du palais comme on quitte un tombeau. Le poids du parchemin pèse davantage que l'acier. Il regagne ses appartements, un haut balcon de pierre battu par les vents de Virlune, là où il aime observer les étoiles. Mais ce soir, les étoiles lui semblent étrangères, comme si l'univers lui-même reculait face à ce qu'il allait découvrir. Il relit la prophétie encore et encore. Il refuse de croire qu'il est le fils sans nom dont elle parle. Il refuse d'admettre que sa loyauté envers le roi pourrait n'être qu'un théâtre construit sur un mensonge. Orion ne dort pas cette nuit-là. Il pense à Lord Attel, mort depuis 3 hivers, à ses mains froides sur l'épaule de l'enfant qu'il avait sauvé sans jamais l'aimer vraiment. Il pense à Silan, ce demi-frère qui le hait sans comprendre pourquoi. Mais surtout, il pense à ce que sa quête pourrait révéler. Et si cette prophétie disait vrai? Et si c'était lui, l'instrument de la chute du royaume? Juste avant l'aube, une silhouette silencieuse glisse sous sa porte. Un corbeau mécanique, porteur d'un message crypté. Il le reconnaît, c'est le code de Dame Niara, l'archiviste aveugle. Orion vient à l'aube, la vérité attend mais elle ne pardonne pas. Et sache ceci, le sang ne ment jamais. Cette phrase, le sang ne ment jamais, ce n'est plus un appel, c'est une mise en garde. Le matin venu, Orion ne quitte pas sa chambre. Il ignore l'appel du roi. Il ignore la missive de Niara. Il reste là, immobile, en armure complète, le regard perdu vers l'horizon. Son cœur est un champ de bataille. Il se dit que cette quête est une erreur, que certaines vérités doivent rester ensevelies, que Virlune n'a pas besoin de héros, mais d'obéissants. Pour la première fois de sa vie, il hésite. Ce soir-là, alors que la neige tombe en silence, un incendie éclate dans les bas quartiers de Virlune. Une attaque étrange, brutale. Parmi les morts, une femme, une guérisseuse. C'était Mira, la seule personne à l'avoir traité un jour comme un fils.
On parle d'un groupe masqué, les voix sifflantes, des fanatiques ou des agents du trône. Dans la main carbonisée de Mira, un morceau du médaillon d'Orion. Comment l'a-t-elle eu? Ce n'est plus un doute, c'est une menace. Orion se lève, il attache son épée, il remet le pendentif contre sa peau, il sort sans un mot juste avant l'aube pour retrouver Dame Niara dans les souterrains. Son refus vient de s'éteindre, consumé par la douleur. L'appel a été accepté. Le voyage peut commencer. Si tu veux savoir jusqu'où la vérité peut détruire un homme, abonne-toi à la capsule temporelle. Troisième, la rencontre du mentor. Aux premières heures du matin, Orion descend dans les profondeurs oubliées du palais, au cœur de la bibliothèque des cendres. Peu de vivants y ont encore accès. Des couloirs de pierre noire, tapissés de livres scellés par la poussière du passé. Des chandelles éternelles brûlent une flamme bleue. Le silence y est si épais qu'on entend son propre cœur battre comme un tambour. Au fond de ce sanctuaire dort Dame Niara, la gardienne aveugle des vérités interdites. Petite, voûtée, les yeux blanchis par les cendres d'un ancien rituel, Niara semble fragile, mais sa voix porte le poids de tous les siècles. Elle fut autrefois la mage conseillère du roi Ardantis, avant qu'elle ne refuse d'effacer certaines vérités des archives royales. Orion, tu es venu, enfin. Il s'incline. Par respect? Par instinct? Il ne sait pas encore pourquoi, mais devant elle, le masque tombe. Niara l'invite à s'asseoir devant une vasque d'eau noire. Elle verse un peu de son propre sang dans le bassin, puis y jette le pendentif d'Orion. L'eau tourbillonne, des images surgissent. Un enfant emmailloté, des gardes en fuite, une femme en pleurs, un roi au regard dur, tenant un parchemin brûlé. Tu es né sous le nom d'Evander. Orion ne réagit pas. Il a l'impression que son corps flotte. Fils légitime d'Ardantis et d'Aelina, la reine effacée de l'histoire. Ton nom, ton sang, ton droit, tout cela, Chidel a été caché pour éteindre la prophétie. Il serre les poings. Sa gorge brûle. Et pourquoi moi? Pourquoi ce mensonge? Parce que ta naissance coïncidait avec une étoile rouge, un présage de chute, selon l'ancien oracle. Le roi a préféré sacrifier un fils que d'affronter son destin. Niara n'essaie pas de consoler. Elle dit la vérité, rien de plus. Puis elle lui tend un coffret de bois noir scellé par une rune ancienne. Seul son sang peut l'ouvrir. Voici le legs de ta mère, son dernier écrit, sa magie, son savoir. Elle voulait que tu l'aies quand tu serais prêt. Orion l'ouvre. À l'intérieur, une carte déchirée marquant le chemin jusqu'à l'Iréa, l'oracle exilé, et une mèche de cheveux argentés nouée d'un fil d'or. Sa mère. Orion la serre dans sa main et pour la première fois depuis des années, il pleure. Tu dois faire ce voyage, Orion, non pour la vengeance, mais pour savoir qui tu es, ce que tu seras. Et si la prophétie est vraie, alors sois prêt à être celui qui brise le cycle, même si tu dois tout perdre. Orion repart silencieux, mais changé. Il ne marche plus dans l'ombre du roi, il marche dans l'ombre de la vérité. Dame Niara le regarde disparaître dans le brouillard du matin. Elle sait qu'il ne reviendra plus jamais en tant que sujet. Il avait toutes les raisons de tuer, mais il a choisi autre chose. Abonne-toi et découvre pourquoi. Quatrième, le franchissement du premier seuil. Au matin du départ, Virlune est enveloppée dans un brouillard dense. Les cloches du temple ne sonnent pas. Le palais reste silencieux. Il n'y a ni cérémonie, ni adieu. Orion se fond dans l'ombre des quartiers est, enfilant une cape de voyage aussi sombre que la nuit. Dans sa ceinture, la carte partielle léguée par sa mère. Autour de son cou, le pendentif noir. À sa ceinture, une épée courte, lame d'éclipsar, forgée dans les forges lunaires de l'Est. Il n'est plus le stratège, il est le fugitif de la vérité. Alors qu'il franchit les remparts de la cité basse, un corbeau aux plumes teintées d'onyx se pose sur sa route. Il porte un parchemin royal. Il reconnaît l'écriture du roi. Orion, je sais que tu pars. Je ne peux ni t'arrêter, ni te bénir. Si tu découvres ce que je t'ai caché, souviens-toi, je t'ai aimé à ma manière. Ah. Le papier se froisse dans sa main. Pas de colère, pas de pardon. Juste un vide silencieux comme une corde rompue. Orion quitte les routes balisées. Il traverse les forêts interdites du nord, les landes de l'Iréa, des terres ensorcelées par d'anciens pactes oubliés. Là, les arbres murmurent des prières anciennes. Le vent porte des voix. Il croise une rivière noire qu'il traverse sur un tronc humide, glissant entre les spectres de ceux qui s'y sont noyés. Il ne dort plus. Il avance. Chaque pas l'éloigne de l'homme qui la serre en tête. Au troisième jour de marche, il trouve un campement abandonné. Un feu chaud, mais aucune âme. Puis une voix rauque. Tu marches vers l'Iréa? Soit tu es un fou,
soit tu es ma mission. Un homme sort de l'ombre, armure légère, regard d'acier. Il se nomme Kael, mercenaire, autrefois chasseur de primes au service du roi, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il propose un marché, je t'aide à atteindre l'Iréa. En échange, tu me diras ce que tu y trouves. Orion hésite, puis accepte. Ce n'est pas un allié, c'est un outil. Ou du moins, c'est ce qu'il croit. Le monde au-delà des frontières est un labyrinthe de vérités inachevées, un village désert figé dans le temps, des traces de pas qui ne mènent nulle part. Un vieux moine qui reconnaît Orion, mais l'appelle Evander. Peu à peu, l'identité d'Orion s'effrite. Il devient ce que les autres croient qu'il est. Pas un simple voyageur, pas un soldat, un écho de légende. Orion commence à douter de tout, même de ses souvenirs. Il se surprend à rêver d'une femme aux cheveux d'argent, la reine Aélina, qui le tient dans ses bras et lui dit « Tu n'es pas né pour le trône, tu es né pour briser les trônes. » Il se réveille en sueur. Le 7e jour, alors qu'il traverse les ruines de Sérat, il est attaqué. Des hommes en noir, rapides, silencieux. L'un d'eux l'appelle par son vrai nom. Kael combat à ses côtés. Ensemble, ils repoussent en l'embuscade, mais Orion comprend, quelqu'un sait. Quelqu'un le suit. Le jeu de la prophétie a déjà commencé, et il n'est plus question de retour. Elle l'aimait, elle l'a trahi. Tu veux comprendre ce pacte impossible? Clique sur « J'aime » et abonne-toi maintenant. 5e, épreuve, allié, ennemi. Le monde s'élargit et avec lui les dangers. Orion et Kael avancent vers les hauts plateaux de Virette, des terres gelées hantées par les esprits d'un ancien royaume déchu. Le ciel est blanc, mais le vent hurle comme une bête. Orion se méfie de tout, des ruines, des murmures, de Kael. Ils croisent un hôtel effondré, une inscription gravée. Celui qui cherche la vérité doit d'abord survivre à ses gardiens. À la frontière de l'Iréa se dresse une vieille tour effondrée. 3 portes, 3 symboles, un œil, une main, un cœur. Kael s'impatiente. Orion réfléchit. Il choisit le cœur. Derrière la porte, un miroir, et dans ce miroir, lui-même vêtu d'une couronne, le regard vide, tenant la tête de Cylon. Le reflet lui dit « Tu te crois meilleur que lui, mais si le sang appelle le pouvoir, tu répondras. » Il frappe le miroir. Il saigne. Au 7e jour, il trouve refuge dans une église abandonnée. Là, il rencontre Lys, une femme aux yeux couleur ambre, vêtue d'une cape de plumes noires. Orion reconnaît son visage. Il l'a vue dans ses rêves. Ou dans un souvenir, « Tu ne devrais pas être ici », dit-elle sans se présenter. « Et toi ?»« Moi, j'y suis née et j'en suis morte. » Kael se méfie. Orion est troublé. Elle les guide à travers la vallée des larmes, territoire de créatures nocturnes appelées gourelles, hybrides d'ombre et de souvenirs. Lys sait comment les éviter. Elle connaît le chemin vers l'oracle. Mais pourquoi les aide-t-elle? Chaque nuit, il rêve d'elle. Mais pas comme une étrangère, comme une fiancée perdue, dans une vie qui n'a jamais existé. Et Kael aussi change. Il commence à questionner ses propres raisons. Lui aussi semble fuir quelque chose. La tension monte. Un soir, Orion surprend Lys en train de parler dans une langue ancienne face à une pierre dressée. Il entend les mots « sacrifice » et « héritier ». Il ne dit rien, mais il ne dort plus. À l'aube, Kael tente de s'éclipser. Orion le rattrape. « Tu pars sans dire au revoir, tu ne comprends pas. L'Iréa n'est pas une réponse, c'est un piège. Tu savais, depuis le début. J'étais là pour t'observer, mais j'ai changé d'avis. » Ils se battent, non pour tuer, mais pour s'affranchir. Orion le laisse partir. Lys et Orion franchissent le col de Néralt. Là, ils voient l'eau chante, au loin, les dômes de verre de l'Iréa, perdus dans un désert bleu de sable et de silence. Mais la paix n'existe plus entre eux. Lys s'arrête. « Tu vas trouver ce que tu veux là-bas, mais moi, je ne peux pas t'y accompagner. » Elle embrasse sa tempe et murmure « Je suis désolée. » Et elle disparaît. Quand Orion se réveille, il porte une marque rouge sur le torse, en forme d'étoile à 5 branches. Il comprend, il a franchi la moitié du chemin et désormais, il est marqué. Par quoi? Par qui? Il ne le sait pas encore, mais il est au centre de quelque chose de plus ancien que les rois. Il détruit la chose que le monde entier aurait voulu posséder. Pourquoi? La réponse est ici. Abonne-toi. 6. L'approche de la caverne intérieure, la révélation avant la chute, le cœur de l'ombre. Au-delà du désert bleu, Orion atteint enfin l'Iréa. Une ville oubliée, bâtie sous des dômes de cristal, comme figée dans le temps. Les rues sont recouvertes de poussière blanche. Les statues pleurent du sable.
Et partout, des fresques murales racontent l'histoire d'un monde avant les rois. Orion y entre seul. Les portes se referment derrière lui avec un souffle, comme une tombe qui s'ouvre. L'oracle ne vit pas dans un palais, mais dans une bibliothèque immergée dont les couloirs sont tapissés de miroirs noirs. Chacun reflète un souvenir enfoui. Orion voit sa mère cachée, suppliant un homme de l'épargner. Le roi Ardantis versant une larme et signant l'ordre de bannissement de son propre fils. Lys, agenouillé devant un cercle de flammes, liant sa vie à une prophétie en échange de « Quoi ?» Il hurle. Il frappe les miroirs. Mais rien ne brise le verre. Elle apparaît enfin. Une femme à la peau diaphane, les cheveux flottants comme dans l'eau, les yeux sans pupilles. Orion, tu portes 3 noms, 3 lignées et 3 vérités. Es-tu prêt à les entendre ? Je n'ai pas le choix. Elle sourit tristement. Tu n'en as jamais eu. L'oracle lui montre la vraie prophétie, celle qui a été dissimulée. Elle ne dit pas que le trône tombera par le fils sans nom. Elle dit « Un roi naîtra dans l'oubli, portera le nom de personne et causera la ruine, non par haine, mais par choix. » Orion comprend. Il n'est pas l'instrument du destin, il en est le catalyseur. Cylane, Lys, le roi Ardantis, tous l'ont utilisé. Mais il est libre, libre de faire tomber la couronne ou de la préserver. L'oracle lui remet la couronne d'argile, un artefact vivant qui murmure la vérité à celui qui la porte. Mais plus on l'écoute, plus on s'efface soi-même. Tu peux rentrer, prendre le trône, démolir ton père, venger ta mère, mais chaque vérité a un prix. Et toi, Orion, quel sera le tien ? Avant de partir, il doit descendre dans le cœur de l'Iréa, une caverne enfouie sous la bibliothèque, là où le sang royal se mêle à la magie antique. Là, il affronte sa propre ombre, une entité faite de regrets, de doutes, de violences contenues. Un duel intérieur sans épée, seulement la vérité. Quand il remonte à la surface, Orion est changé. Son regard n'a plus de peur. Son nom, il le murmure pour la première fois, « Je suis Evander, fils d'Aelina, héritier d'aucun trône, porteur de faim. » Il remet la couronne d'argile dans un coffret. Il sait maintenant quoi faire. Et il sait que pour cela, il devra briser tout ce qu'il a aimé. Il ne voulait pas le pouvoir, il voulait la vérité. Et maintenant, il n'est plus là. Clique sur « J'aime » si toi aussi tu choisis la liberté 7. L'épreuve suprême Orion, ou plutôt Evander, quitte l'Iréa. Mais il n'est plus celui qu'il était. Sa démarche est lente, lourde, il ne regarde plus le ciel, il regarde droit devant. La couronne d'argile, enfermée dans un coffre scellé par sa magie, vibre à chaque battement de son cœur. Elle murmure les vérités qu'il aurait préféré ne jamais entendre. Si l'on t'attend, Lys te ment, le roi t'aime et te hait. Le peuple t'oubliera dès que tu les sauves. Tu n'es pas un héros, tu es un choix. Une guerre civile a éclaté en son absence. Cylane, son frère, a pris les armes contre leur père. Le roi affaibli s'est retranché dans la citadelle haute. Le peuple meurt dans les rues. Les flammes lèchent les tours. Les temples s'effondrent. Orion revient dans une ville qui ne le reconnaît plus. Et lui ne la reconnaît pas non plus. Orion se rend au vieux temple d'Hazar où l'attend Cylane, vêtu d'une armure noire, la couronne de son père sur le front. « Cylane, tu es revenu. J'espérais ne pas avoir à te tuer, mais tu es trop dangereux. » Orion, « Je suis ton frère. » Cylane, « Tu es une prophétie déguisée en homme. Ils se battent. Le duel est brutal, physique, sans magie. Cylane est puissant. Mais Orion a quelque chose en plus, la clarté. À la fin, Cylane est à genoux, l'épée d'Orion sur sa gorge. Cylane murmure « Fais-le. » Orion, « Je ne suis pas là pour venger, je suis là pour briser. » Il le laisse vivre. Alors qu'il quitte le temple, Lys l'attend. Elle pleure, elle tremble, elle lui tend la main. « Je suis désolé, je voulais te prévenir, je voulais... » Mais c'est trop tard. Clang, une dague enfoncée dans son dos. Il la regarde, il ne comprend pas, il ne crie pas. Elle recule, elle s'effondre, des chaînes magiques surgissent autour d'elle. Elle hurle « Je n'ai pas eu le choix, j'ai fait un pacte. Chaque fois que je te protégeais, c'était une mort que je devais payer ailleurs. Ils m'ont lié à toi, à ta chute. » Elle meurt dans ses bras et il comprend, elle l'aimait et elle l'a trahi pour le sauver. Orion se relève, il ne pleure pas, il n'est plus Orion. Il entre seul dans la citadelle où l'attend le roi Ardantis, son père. Pas pour un duel, pour un dernier échange. Le roi est assis sur le trône noir, fatigué, épuisé, son armure brisée. Il ne porte plus la couronne. Orion, pourquoi ? Ardantis, parce que je t'aimais et j'avais peur de toi, de ce que tu représenterais. Orion, et maintenant ? Ardantis, maintenant je suis prêt.
Il se lève, retire son manteau et se met à genoux. Mais Orion ne le tue pas. « Je ne suis pas ici pour devenir roi. »« Alors, que vas-tu faire ?»« Je vais briser le trône. » Il sort la couronne d'argile, l'écrase au sol. Une onde magique se répand dans tout Virlune, et les fondations du palais s'effondrent. Le symbole du pouvoir est anéanti. Orion s'évanouit. Il a accompli l'épreuve suprême. Pas de tuer, pas de régner, mais de choisir l'effacement de soi-même pour empêcher le monde de retomber dans le cycle. 8. La récompense. Quand Orion rouvre les yeux, le palais est en ruine. Le trône noir est brisé. La magie de la couronne d'argile a disparu. Des piliers gisent comme des géants tombés au combat. Le peuple se masse autour des décombres, hébété. Et au sommet d'un escalier de marbre brisé, se tient Orion, encore debout. Pas comme un roi, mais comme un homme qui a fait ce qu'aucun autre n'a osé faire, refuser la destinée. Il ne se nomme plus Orion, il ne se nomme plus Evander, il ne se nomme plus rien. Il est celui qui a détruit le pouvoir, non pour le prendre, mais pour qu'il ne soit plus une cage. Celui qui a refusé l'épée, refusé la couronne, refusé même l'amour, si c'était au prix de sa liberté. Mais ce choix a un prix. Il n'a plus de foyer, plus de famille, plus de futur. Les gardes veulent le couronner malgré lui, le peuple veut le suivre. Mais Orion monte sur une pierre, face à la foule silencieuse, et dit « J'ai vu le début et la fin des rois. J'ai vu la vérité cachée dans les miroirs et le mensonge gravé sur les couronnes. Je ne suis pas un héritier, je suis un témoin. Construisez sans moi, et si un jour vous me reconstituez en statue ou en mythe, souvenez-vous que je suis parti pour que vous soyez libre. » Puis il descend, et il s'en va. Il marche seul vers le nord, là où la mer touche les falaises. Il s'arrête dans des villages oubliés, raconte des histoires sous un faux nom. Parfois il aide une famille, parfois il guérit une bête, mais il ne reste jamais. Chaque nuit, il rêve de Lys. Elle ne parle pas. Elle le regarde juste avec ce regard ambre, triste, lumineux. Il n'a plus d'armes, plus de titres. Mais dans sa poche, il garde le pendentif noir de son enfance, la mèche argentée de sa mère, une plume noire tombée de la cape de Lys. Ce ne sont pas des trophées, ce sont les cicatrices d'inchéance de l'âme. Orion ne dort jamais très longtemps, mais il n'a plus peur, il est libre dans un monde qui l'a rendu incertain mais pur. Et dans ce vide, quelque part, la prophétie s'efface. 9. Le chemin du retour. Mais ici, le mot « retour » est trompeur. Ce n'est pas un retour triomphal, c'est un voyage hanté, un retour à un monde qui ne l'a jamais attendu et qu'il ne reconnaît plus. Orion s'éloigne de Virlune sans destination. Les routes sont devenues floues, les cartes ne lui servent plus. Il ne fuit pas, il ne cherche rien, il s'éloigne. Mais partout où il passe, les rumeurs le précèdent. Le roi qui refusa le trône, l'enfant de la prophétie, le frère qui épargna, l'amante qui trahit, le briseur de la couronne d'argile. Il traverse des hameaux ruinés par la guerre qu'il a contribué à déclencher. Des enfants le regardent avec méfiance. Certains reconnaissent en son visage sur de vieux parchemins. Mais lui ne dit rien. Il se présente sous des noms simples, Miro, Lior, Selan, autant de masques pour un homme sans visage public. Chaque nuit, Orion rêve. Il voit la couronne, brisée, se reformer lentement. Il voit Lys, vivante, l'appelant depuis une tour immergée. Il voit le roi Ardentis, seul, exilé, fou, parlant à des ombres. Et toujours, il entend la voix de l'oracle, « Tu es le témoin ». Mais le témoin doit parfois revenir pour raconter ce qu'il a vu. Dans un village côtier, Orion trouve refuge dans une ancienne abbaye. Là, il découvre un hôtel vide avec un unique objet, un livre blanc sans écriture. Il comprend, c'est pour lui. Chaque nuit suivante, il écrit. Pas pour les autres, pour se souvenir. Il raconte tout, les murmures de Niara, la chute de Silan, les miroirs de l'Iréalis, toujours Lys, la couronne brisée, le choix de l'anonymat. Un jour, un jeune homme frappe à la porte de l'abbaye. Il n'a pas plus de 20 ans. Il dit s'appeler Thalène, fils de réfugié. « J'ai entendu parler de toi, certains disent que tu es un monstre, d'autres un prophète. Et toi, je dis que tu es vivant et que ça suffit. » Thalène demande à rester, à apprendre. Orion hésite, puis accepte. Pendant des semaines, Orion enseigne. Pas la guerre, pas la magie, mais le choix, le silence, la vérité, la mémoire. Il enseigne la liberté, non comme un cadeau, mais comme un fardeau.
Orion n'est jamais retourné à Virlune, mais à travers Thalène, à travers les mots qu'il laisse dans le livre blanc, à travers la graine de lucidité qu'il a semée, il revient là où il n'était plus attendu. Il ne changera plus l'histoire, mais il a changé la manière de la raconter. Et parfois, c'est suffisant. 10. La résurrection, Orion est seul, un soir, assis au bord d'une falaise. Le vent soulève son manteau, ses cheveux ont grisonné. Le livre blanc repose sur ses genoux. Il écrit, puis s'arrête. Il ferme les yeux et il rêve. Dans le rêve, il voit tous ceux qu'il a perdus. Lys, dans une robe rouge, l'observant depuis un pont de verre. Silane, assis sous un arbre, l'air apaisé. Sa mère, Aélina, tenant un berceau vide, mais souriant. Le roi Ardantis, regardant l'horizon sans trône ni couronne, puis il se voit lui-même, pas en guerrier, pas en prince. Un homme, fatigué, silencieux, libre. Le matin suivant, il rassemble tous les objets de son passé. Le pendentif noir, la mèche d'argent, la plume de lys, le coffret vide de la couronne. Les pages du livre blanc. Il les dépose dans un cercle de pierre et y met le feu. Il regarde brûler tout ce qu'il a été. Pas pour oublier, mais pour faire place. Des rumeurs courent dans les villages. Le briseur de trône est mort. Non, il est devenu ermite. Il vit dans les montagnes et parle aux étoiles. Il a vu la fin du monde dans un miroir et a décidé de le laisser vivre. Mais lui n'écoute plus ses voix. Il vit au rythme du monde, non au rythme du pouvoir. Des mois plus tard, Thalène revient. Il a voyagé, appris, douté. Il tend à Orion un petit carnet relié en cuir. J'ai commencé à écrire à mon tour. Alors tu n'as plus besoin de moi. Personne ne cesse jamais d'avoir besoin d'un homme qui a vécu. Orion sourit, un vrai sourire. Pas une armure, pas une défense. Un geste vivant. Il ne porte plus rien, aucune arme, aucune histoire, aucune prophétie. Mais il porte la paix. Pas la paix naïve des contes, la paix difficile, rugueuse, celle qu'on gagne en traversant tout ce qui peut briser un être et en sortant debout. Orion, ou quel que soit le nom qu'il porte désormais, devient un mythe vivant. Pas une légende dorée, une vérité silencieuse. 11. Le retour avec l'élixir. Ce n'est pas un retour triomphal, ce n'est pas un sacre, c'est un retour intérieur, une transmission. Orion ne revient pas pour régner, ni même pour guider. Il revient pour partager quelque chose que nul autre ne peut transmettre, une vérité vécue. Dans une clairière entourée d'arbres millénaires, Orion remet à Thalène le livre blanc. Les pages sont désormais remplies, mais il ne l'a jamais signé. Si tu veux vraiment raconter une histoire, ne fais pas de moi un roi ou un prophète. Alors qui es-tu? Personne. Et c'est justement cela, l'élixir. L'élixir qu'Orion ramène n'est pas tangible. C'est une lucidité, une façon de voir le monde, que le pouvoir détruit dès qu'il devient désir. Que la vérité n'est jamais simple, mais qu'elle libère. Que les plus grands choix sont souvent ceux qu'on fait sans témoin. Que survivre n'est pas une fin, mais un point de départ pour ceux qui suivent. Orion vit désormais parmi les siens, sans identité officielle. On le consulte parfois, on l'observe souvent, mais il parle peu. Un jour, une jeune fille du village lui demande « Est-ce vrai que tu as cassé une couronne magique ?»« Oui. »« Tu l'as regretté ?»« Non. Ce que je regrette, c'est qu'il ait fallu une couronne pour que le monde comprenne ce qu'est la liberté. » Thalène devient scribe. Il copie le livre blanc. Il le partage. Pas comme une légende, mais comme un avertissement. Et un jour, il écrit dans sa propre main « Je ne raconterai pas l'histoire d'un héros. Je raconterai l'histoire d'un homme qui a su dire non. » Orion marche un matin vers une montagne silencieuse. Il s'arrête, regarde l'horizon et disparaît dans la brume. Ni mort, ni vivant. Simplement libre. Orion n'a pas sauvé le monde. Il l'a laissé choisir. Et c'est parfois le plus grand acte de courage